Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Parlons développement. Développement de société et développement personnel. Pour cela, il y a un livre que j'ai souvent beaucoup de plaisir à offrir qui s'appelle La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autre histoire de Olivier Clerc. Il est parti d'un simple constat qui est les métaphores et les paraboles ont de tout temps toujours été porteuses de réflexions. Des réflexions sur la société, sur l'environnement et aussi sur soi-même. Et donc porteuses de pistes de progrès. Il est parti de 7 histoires différentes, et pour chacune, il a eu envie de les analyser sous différents prismes. Des prismes liés à la société, mais aussi au développement personnel, avec tous les différents défis qui nous attendent. Pour cette lecture, je vous propose l'introduction et la première histoire, qui est La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Alors, c'est un livre qui a été écrit au départ en 2005. Donc vous allez pouvoir le voir parce que il y a certaines références, on voit qu'elles sont un petit peu datées de cette époque-là. Voilà. À présent, bonne écoute, belle découverte, belle introspection, et on se retrouve juste après. La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite et autre histoire. Introduction. Tout est langage. Tout nous parle. Phénomènes naturels, expériences physiques, comportements animaux, etc. Les scientifiques, partant de l'observation des faits, en ont tiré des lois. De leur côté, les poètes, les philosophes et les sages ont observé des ressemblances et analogies entre phénomènes distincts, qu'ils ont formulés en langage symbolique sous forme de métaphores ou de paraboles, riches d'enseignements. Celles-ci mettent en évidence l'unité sous-jacente de phénomènes qui semblent sans rapport, mais qui sont en réalité régis par les mêmes principes. Comme le dit O.M. Ivanov, le langage symbolique, qui est le langage universel, représente la quintessence de la sagesse. Les symboles sont des graines que vous pouvez planter. Ainsi, vous travaillez avec une dizaine de symboles et vous possédez toutes les sciences. Il est important d'approfondir le langage des symboles, car en faisant apparaître les liens, les correspondances entre les choses, ils révèlent la profonde unité de la vie. La profonde unité de la vie. Tout est là. Les métaphores et les allégories soulignent que les mêmes forces, les mêmes processus, les mêmes lois sont à l'œuvre à tous les niveaux. En nous et autour de nous, dans le macrocosme et le microcosme, partout. La connaissance qu'elle nous procure n'est pas analytique, mais synergique. Elle rassemble, elle réunit, elle révèle des liens. Autre avantage des métaphores, surtout quand elles sont dérivées de la nature, elles transcendent les siècles et les millénaires. Preuve en est que les paraboles utilisées par Jésus nous parlent encore aujourd'hui. Idem pour les symboles et les images que l'on trouve dans les Upanishads ou dans la tradition toltèque, par exemple. Par comparaison, avez-vous essayé de lire un ouvrage scientifique du début du XXe siècle, sans même parler des siècles précédents? Le savoir vieillit, la connaissance non. Un signe subit l'usure du temps, pas un symbole. Un fruit dépérit, une graine se conserve des siècles. Parce qu'un symbole, une image, sont vivifiés par notre propre vécu, notre expérience, notre imaginaire. D'où l'étymologie du mot connaître, naître avec. Le langage symbolique est véritablement porteur de connaissances. Notre participation est nécessaire pour qu'il prenne vie. Les amateurs d'étymologie ne manqueront pas d'observer que le mot symbole est le contraire de diable. Symbolein, en grec, littéralement jeter ensemble, signifie assembler, réunir, tandis que diabolein veut dire séparer, diviser.
Le diable, pourrait-on ainsi dire, c'est l'esprit de division, plutôt qu'un personnage à cornes, sabots, queue pointue et peau rouge. À une époque où l'esprit analytique règne en maître, favorisant l'individualisme forcené, la fragmentation sociale, la réduction du monde à des chiffres, à des statistiques et des données sans vie, nous pouvons, grâce aux symboles, réintroduire de la vie, de la poésie, de l'imaginaire, du lien et du sens dans le monde. Les 7 métaphores et allégories que j'ai choisies pour ce livre parlent toutes de conscience, de changement, d'évolution, en s'inspirant le plus souvent de phénomènes naturels ou d'expériences physiques. Immanquablement, leurs messages respectifs se recoupent, se complètent, s'enrichissent. Dans la vision unitaire qui est celle de symboles, rien n'est complètement séparé d'autre chose. Chaque métaphore se prête évidemment à plusieurs interprétations, à plusieurs lectures qui ne s'excluent pas les unes les autres, tout comme le symbole du cercle et du poing, par exemple, sert à représenter tantôt le soleil, tantôt l'homme, et parfois l'univers tout entier. En lisant ce livre, vous découvrirez certainement dans les allégories présentées d'autres messages que ceux que je propose. C'est tant mieux. Le but est précisément qu'elles prennent vie en vous, qu'elles deviennent vôtres, qu'elles s'imprègnent de votre vie et de votre imaginaire, et qu'elles puissent ainsi continuer de vous nourrir, de vous instruire, de vous être utiles, comme elles l'ont été et le demeurent encore pour moi. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon voyage en allégorie. Olivier Clerc. Chapitre 1. La grenouille dans la marmite d'eau. Sommes-nous déjà à moitié cuits? Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant, surtout que la chaleur tend à la fatiguer et à l'engourdir. L'eau est vraiment chaude maintenant. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie. Alors elle supporte. Elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien. La température de l'eau va ainsi continuer de monter progressivement, sans changement brusque, jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s'être extraite de la marmite. Plongée d'un coup dans une marmite à 50 degrés, la même grenouille donnerait immédiatement un coup de patte salutaire et se retrouverait dehors. Cette expérience est riche d'enseignements. Elle nous montre qu'une détérioration suffisamment lente échappe à notre conscience et ne suscite la plupart du temps pas de réaction, pas d'opposition, pas de révolte de notre part. N'est-ce pas précisément ce que nous observons aujourd'hui dans de nombreux domaines? La santé, par exemple, peut se détériorer insensiblement, mais sûrement. La maladie est souvent résultat d'une alimentation dévitalisée, industrialisée, encrassante, voire toxique, couplée avec le manque d'exercice, le stress et une gestion maladroite de nos émotions et de notre vie relationnelle. Certaines maladies mettent ainsi 10, 20 ou 30 ans à se mettre lentement en place, le temps que notre corps et notre psyché parviennent à saturation de toxines, de tensions, de blocages, de non-dits, de refoulement. Notre accoutumance à certains désagréments mineurs, ajoutée à la perte de sensibilité et de vitalité, fait que nous ne réagissons pas à cet insensible affaiblissement de notre santé avant que n'apparaissent des pathologies plus profondes, plus graves,
plus lourde à traiter. De nombreux couples connaissent aussi une dégradation progressive. Qui peut dire « Notre couple a commencé à aller mal le 23 novembre à 15 heures ». C'est petit à petit que la qualité de nos relations, faute d'être entretenue, se délite. Les non-dits, les incompréhensions, les rancœurs s'accumulent, sans être traités, sans que nous en parlions ou que nous y cherchions des solutions ensemble. Comme un jardin que l'on n'entretient pas, où les mauvaises herbes font leur apparition, où l'anarchie s'installe progressivement, un couple qui n'entretient pas sa relation manque de voir comment celle-ci décline de façon imperceptible mais constante, jusqu'au moment où la situation devient intenable. D'où les taux élevés de divorce que connaît la société moderne, sans parler des séparations qui ne recensent pas les statistiques. Sur le plan agricole et environnemental, l'allégorie de la grenouille nous parle de l'empoisonnement progressif des sols, de l'air et de l'eau, autrement plus insidieux et dangereux que les catastrophes évidentes dont les médias se font l'écho. Gavés de produits chimiques, engrais, pesticides, les sols perdent imperceptiblement chaque année un peu plus de leur masse minérale. Plus les années passent, et plus il faut d'intrants divers pour que la terre produise, au point que, bientôt, on introduira davantage en elle qu'elle ne produira de récolte. De même, à côté des grandes pollutions qui défraient la chronique, comme celle du prestige, nous avons plus à craindre des dégazages quotidiens et des pollutions chroniques dont font l'objet les mers et les océans, car ils sont autrement plus dangereux, tant par leur importance additionnée que par leur effet progressif, lent, peu visible, mais redoutable. Celui-ci n'a donc pour l'instant provoqué aucun coup de patte écologique salutaire pour sortir la grenouille, c'est-à-dire nous tous, de ces eaux nauséabondes. Au plan social, on observe un déclin régulier et constant des valeurs, de la morale et de l'éthique. D'année en année, cette dégradation s'effectue assez lentement pour que peu d'entre nous s'en offusquent. Pourtant, comme la grenouille que l'on plonge brusquement dans de l'eau à 50 degrés, il suffirait de prendre le français moyen du début des années 80 et, par exemple, de lui faire regarder la télévision d'aujourd'hui ou lire les journaux actuels pour observer de sa part une réaction certaine de stupéfaction et d'incrédulité. Il peinerait à croire que l'on puisse un jour écrire des articles aussi médiocres dans le fond et irrespectueux dans la forme que ceux qu'on lit fréquemment aujourd'hui, ou que puisse passer à l'écran le genre d'émissions débiles que l'on nous propose quotidiennement. L'augmentation de la vulgarité et de la grossièreté, l'évanouissement des repères et de la morale, la relativisation de l'éthique se sont effectués de telle façon, au ralenti, que bien peu les ont remarqués ou dénoncés. De même, si nous pouvions être subitement plongés en l'an 2025 et y observer ce que le monde sera devenu d'ici là, s'il continue dans la même direction, sans doute en serions-nous encore plus interloqués, tant il semble que le phénomène s'accélère, accélération rendue possible par la vitesse à laquelle, bombardés d'informations nouvelles, nous en perdons tout repère stable. Notons d'ailleurs que les films futuristes s'accordent à nous présenter un avenir hyper-technologique, des plus noirs. Je pourrais poursuivre avec d'autres exemples du même phénomène, en politique, ou dans l'éducation notamment, mais le principe est assez évident pour que chacun puisse soi-même en discerner çà et là les manifestations. Qu'il soit bien clair cependant qu'en mettant en lumière ce lent processus de déclin, je n'ai pour objectif ni de faire dans le catastrophisme, ni d'idéaliser un passé révolu où la santé, la famille et la moralité auraient été au mieux. Ce passé-là étant clairement mythique. Ce constat vise bien plutôt à souligner que lorsqu'une situation est la résultante d'une évolution qui s'étale sur une longue durée, les solutions rapides et à court terme que nous mettons en œuvre pour y remédier sont généralement inadaptées, quand elles ne concourent pas à terme à aggraver la dite situation. Il ne s'agit donc pas de revenir en arrière, à un passé soi-disant idéal, mais de distinguer dans nos tentatives d'améliorer le présent ce qui n'est qu'illusion et emplâtre sur jambe de bois.
Ainsi, en matière de santé, notre refus de prendre en compte cette lente dégradation entraîne de notre part une consommation de plus en plus importante de médicaments et de soins en tout genre. Les coûts de la santé, colossaux, qui sont en réalité les coûts de la maladie, loin d'être le signe d'une société bien portante qui progresse, sont la marque d'une politique sanitaire ignorante des causes profondes de la maladie et qui, en n'y apportant que des solutions rapides, symptomatiques et superficielles, contribue à long terme à faire perdurer nos pathologies et à les complexifier. Seule une politique de prévention et d'éducation de santé à long terme permettrait de commencer à infléchir durablement la dérive hypermédicalisée de la santé, attendu qu'il faudrait au moins une génération pour commencer à en voir les premiers résultats. De même, au niveau social, nous n'enrayerons pas le développement de la violence et de la délinquance, étroitement liés à la perte des valeurs évoquées ci-dessus, par la seule multiplication des moyens répressifs, des policiers, des agents de sécurité, des caméras de surveillance. Tant que nous ne prendrons pas en considération les causes globales et profondes de ce phénomène, qui remontent à plusieurs décennies, les solutions ponctuelles que nous y appliquerons, qui, pour des raisons électorales, doivent évidemment être rapides et prétendument efficaces, au moins en apparence, ne feront que nous offrir un sursis éphémère avant une récidive à plus large échelle. La société occidentale moderne ressemble ainsi à un ballon de baudruche qui se dégonfle et dont nous essayons maladroitement de préserver la forme extérieure en l'amidonnant. À défaut de pouvoir insuffler un supplément d'âme à une société qui en manque désespérément, nous nous contentons d'en rigidifier les structures à coups de lois et décrets de toutes sortes, dont la multiplication est un signe de mauvaise santé morale. Ce que nous enseigne l'allégorie de la grenouille, c'est que chaque fois qu'une détérioration est lente, faible, presque imperceptible, il nous faut une conscience très aiguisée pour nous en rendre compte, ou encore une bonne mémoire, un étalon fiable d'après lequel évaluer l'état de la situation. Or, il semble que ces facteurs soient tous trois aujourd'hui chose rare. Premier point, sans conscience, nous devenons moins qu'humains, mus par les seuls instincts et automatismes. La conscience est donc une condition sine qua non de notre humanité. Pas de vraie pensée, pas de réflexion, pas de libre arbitre sans conscience. Inconscient, l'homme dort au propre ou au figuré. C'est pourquoi l'éveil est au cœur de toutes les formes de spiritualité. Deuxième point, privés de mémoire, nous pourrions passer chaque jour de la clarté à la nuit, et inversement, sans nous en apercevoir le moins du monde, car les changements d'intensité lumineuse sont trop lents et trop faibles pour être perçus par la pupille humaine. C'est la mémoire qui nous fait prendre conscience a posteriori de l'alternance du jour et de la nuit, comme c'est elle qui nous permet de mesurer toutes ces évolutions subtiles qui ont lieu en nous et autour de nous à un rythme très lent. Sans mémoire, pas de comparaison, pas de discernement, donc pas d'évolution possible. Troisième point, enfin, l'une des raisons pour lesquelles la grenouille finit par cuire, pourrait-on dire, c'est qu'elle n'a pas de thermomètre autre que sa peau pour apprécier l'élévation progressive de la température. Elle n'a pas d'étalon fiable à l'aune duquel apprécier l'évolution de la situation. Et nous, quels sont nos étalons? Comment évaluons-nous la température ambiante? D'après quelles références déterminons-nous la qualité de notre vie, celle de notre santé, celle de la société? Avant de se peser, on vérifie que la balance est à zéro. Avant d'utiliser un instrument de mesure, on l'étalonne, sans quoi les indications de son compteur ne seront pas fiables. Mais qu'en est-il de nos propres instruments intérieurs? Connaissons-nous les influences socio-culturelles, familiales, religieuses et autres qui en ont déterminé l'étalonnage, souvent à notre insu?
Ce qui permet aux choses de se dégrader sans susciter de réaction de notre part, c'est sans doute notre confiance excessive en nos propres évaluations, nécessairement subjectives, et conjointement notre remise en question hâtive des anciens étalons collectifs, remplacés par d'autres à géométrie variable. Les anciens étalons, ce sont ceux que les religions avaient établis, en déterminant d'une part des gouffres protégés par des interdits, et d'autre part des idéaux vers lesquels tendre. Nous pouvons faire un parallèle avec la manière dont on crée un thermomètre en notant sur un tube rempli de mercure le niveau atteint lorsqu'il est trempé dans de l'eau bouillante, puis dans de l'eau glacée, et en graduant ensuite l'espace qui les sépare. Si le choix du système de gradation est arbitraire, l'eau bout et gèle cependant dans les mêmes conditions, que l'on utilise des degrés Celsius ou Fahrenheit pour le mesurer. De manière analogue, que nous ayons comme référence une religion ou une autre, les actes les plus louables et les plus criminels restent les mêmes, bien que chaque tradition ait ses propres nuances. Les nouveaux étalons moraux et spirituels, quant à eux, ne nous offrent plus guère de perspectives supérieures, se contentant d'indiquer un niveau inférieur dont le jeu, aujourd'hui, consiste à repousser toujours un peu plus bas la limite. L'idéalisme est devenu ringard. Jusqu'où peut-on descendre trop bas? Telle semble être la devise moderne. L'immoralité d'un jour devient ainsi la morale du lendemain, dans une plongée dantesque vers les limites inférieures de l'humanitude. En disant cela, je ne prône ni l'intégrisme, ni l'affiliation aux religions établies, sans rejeter ces dernières non plus d'ailleurs, mais bien la nécessité de nous doter d'un référentiel pourvu d'une limite inférieure non négociable, et surtout d'un idéal vers lequel nous élever. Sans la vision d'un meilleur possible, comment pouvons-nous progresser? Sans horizon vers lequel tendre, à quoi bon nous bouger? L'idéal est un remède à la fois au statu quo et au déclin. Résultat, abruti par un excès de stimulation sensorielle, notre conscience s'endort. Gavé par trop d'informations inutiles, notre mémoire s'émousse. Privés d'étalons, nous n'avons plus de repères stables. Asphyxiés sous le matérialisme et le consumérisme, notre idéal se ratatine et se meurt. Inconsciente, amnésique et blasée, la grenouille n'a dès lors plus qu'à se laisser cuire. Et c'est ainsi qu'une part de la société s'enfonce dans l'obscurité morale et spirituelle, avec le délitement social, la dégradation environnementale, la dérive faustinienne de la génétique et des biotechnologies, et l'abrutissement de masse, entre autres symptômes, par lesquels cette évolution se traduit globalement. Le principe de la grenouille dans la marmite d'eau est un piège, dont nous ne nous méfierons jamais trop si nous avons pour idéal la recherche de la qualité, de l'évolution, du perfectionnement, si nous refusons la médiocrité, le statu quo, le laisser-faire. En effet, la loi de la matière, livrée à elle-même, est l'entropie. Ce dont on ne prend soin, ce qui est laissé à l'abandon, dépérit, décline, se dégrade, qu'il s'agisse du corps, d'une relation, d'un jardin, de l'organisation sociale d'un pays, etc. Tout demande de l'entretien, de l'énergie, de la vigilance, des efforts. Effort. Le mot est en passe de devenir indécent. Perdez du poids sans effort. Devenez riche sans effort. Ouvrez tous vos chakras et atteignez l'illumination sans effort. Ces slogans, ou des variantes à peine moins explicites, nous sont proposés dans nombre de médias. Tout de suite, sans effort, et si possible gratuitement. Tel est l'idéal qu'on prétend nous vendre désormais. Laissez-nous faire, on s'occupe de tout, nous explique-t-on. Ah bon?
Le plus fort est que certains auteurs n'hésitent pas à pervertir nombre de principes spirituels pour justifier une forme soi-disant illuminée de laisser faire, censée apporter à ses adeptes la réussite à tous les niveaux. L'abondance est à portée de main, l'univers conspirerait à nous rendre riches et heureux. En grenouilles dociles, nombreux sont ceux qui se laissent ainsi convaincre de rester passivement dans leur bouillon, lequel, c'est sûr, va se transformer en nectar de la santé et en élixir de l'immortalité. Baliverne, évidemment, que tout cela. En l'absence d'efforts, en l'absence d'un apport constant d'énergie, les choses foutent le camp, tout simplement. Et la facilité immédiate que l'on nous propose, gratuitement en plus, cache généralement une facture salée plus tard, comme l'illustre l'histoire du docteur Faust. Le grand danger du principe de la grenouille dans la marmite d'eau, c'est que, à mesure que la situation se détériore, les facultés permettant d'apprécier cette détérioration s'altèrent elles aussi. Comme une personne fatiguée qui s'endort au volant, parce que plus sa fatigue s'accroît, moins elle a conscience de son déclin, et moins elle perçoit qu'elle s'assoupit, que ses yeux, au lieu de simplement cligner, commencent à rester fermés de plus en plus longtemps. Brassens chantait autrefois « Entre nous soit dit, bonnes gens, pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être. » De même, pour constater que je suis inconscient, il faudrait que je sois conscient. Pour me rendre compte que j'ai perdu ma vigilance, il faudrait que je sois vigilant. Le paradoxe de l'évolution personnelle, c'est que, à chaque étape, je prends rétrospectivement conscience du degré auquel à la précédente je n'étais pas libre, pas conscient, pas éclairé, par rapport au niveau que j'ai désormais atteint. Sachant cela, nous serions sages de reconnaître le caractère relatif et limité de notre conscience actuelle et des perceptions et appréciations qui en découlent, donc de ne pas leur accorder plus de crédit qu'elles ne méritent, et de constamment chercher à nous dépasser, à atteindre une conscience plus élevée, à une perception plus juste. Autrement dit, nous devrions cultiver une forme saine de doute. Pas celui qui empêche d'aller de l'avant, qui sape et critique tout, mais celui qui ne se satisfait pas des apparences, celui qui nous pousse à vérifier, à aller plus loin, à remettre les choses en question, à nous remettre nous-mêmes en question, ainsi que nos certitudes. De manière plus générale, comment ne pas succomber au piège de la grenouille dans la marmite d'eau, individuellement ou collectivement? En ne cessant d'élargir et d'accroître notre conscience, d'une part, en aiguisant notre mémoire pour conserver des éléments de comparaison entre le passé et le présent, ainsi qu'en ayant recours d'autre part à des étalons fiables pour évaluer les changements, étalons que l'on prendra soin de choisir parmi les moins sujets aux fluctuations des modes, des époques et des tendances. Enfin, en faisant d'idéaux élevés le carburant d'un constant dépassement de soi. Ce n'est pas un hasard si l'entraînement et le développement de la conscience sont l'un des points communs de toutes les pratiques spirituelles. Conscience de soi, conscience du corps, conscience du langage, conscience de ses pensées et de ses émotions, conscience d'autrui, état de conscience supérieure. Au-delà de tout dogme, de toute doctrine, de toute idéologie, nous devrions d'ailleurs considérer l'élargissement et l'accroissement de notre conscience, bien plus que le développement des seules facultés intellectuelles, comme un comportement fondateur de notre statut d'humain et comme un moteur indispensable de notre évolution. Côté mémoire, dans un monde surinformé, il est indispensable que nous sachions hiérarchiser nos souvenirs, en marquant du sceau de la conscience ceux qui sont les plus importants, comme de pratiquer l'oubli sélectif, pour faire de la place à l'essentiel. Deux expressions en français parlent de la mémorisation. Savoir de tête, apprendre par cœur. Ce que l'on sait de tête
ne résiste pas longtemps à l'oubli. C'est la leçon apprise pour l'examen, oubliée le lendemain. En revanche, ce que nous avons appris par cœur subsiste des années. Notre souvenir n'est plus seulement aérien, mental, comme un ballon qui s'élève dans les airs à peine on le lâche. Il est plus dense, il nous a pénétrés, comme une éponge s'imprègne d'un liquide. Son encre laisse ainsi sa trace au plus profond de nous. Si nous voulons nous souvenir de choses importantes, il faut nous passionner pour elles, les prendre à cœur, au propre et au figuré. Enfin, pour ce qui est des étalons et des idéaux, les références et les sources d'inspiration ne manquent pas. Bien sûr, je peux ne plus me sentir en affinité avec la tradition dans laquelle j'ai été élevé, par exemple, ou estimer que certains préceptes ne sont plus adaptés à l'heure actuelle. Mais si la forme change, évolue, l'esprit demeure. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Nous avons la chance de vivre à une époque où la sagesse des cultures du monde entier et de tous les temps est désormais accessible au plus grand nombre, et où, de plus, des représentants de diverses traditions œuvrent à en reformuler les messages d'une façon adaptée à notre temps et accessible à tous. Il y a là de quoi trouver plus de références et d'inspiration que nous n'en avons besoin. Un dernier mot avant de conclure cette première allégorie. Le principe général de cette métaphore, la non-perception d'un changement progressif et donc l'absence de réaction adaptée, fonctionne également au positif, même s'il serait souhaitable d'y trouver une allégorie plus spécifique qui ne s'achève pas par une grenouille bouillie. En effet, les changements qui se produisent en nous et autour de nous, à petite et à grande échelle, ne sont pas tous négatifs. Même positifs, ils peuvent passer inaperçus. Au niveau individuel, par exemple, les efforts quotidiennement accomplis pour s'améliorer, travail intérieur, méditation, prière, ne produisent pas d'effets visibles à court terme. De même, l'évolution des droits civiques ou des conditions de travail, par exemple, s'est aussi effectuée lentement sur plusieurs décennies. Quand nous manquons de percevoir ces changements, positifs cette fois, nous en subissons aussi des conséquences fâcheuses, quoique différentes de celles du même phénomène au négatif. Si nous ne voyons pas les résultats de notre travail intérieur, nous pouvons nous décourager et renoncer, alors que, avec un peu plus de persévérance, nous verrions soudain nos efforts récompensés. De même, si nous ne percevons pas les avantages dont nous jouissons et les droits dont nous bénéficions, nous pouvons cultiver l'ingratitude, le mécontentement, et nous montrer incapables d'apprécier les fruits d'une évolution certes lente, mais probante. Cela signifie donc que l'élément le plus important de cette allégorie de la grenouille, c'est l'inconscience du changement. Que celui-ci soit négatif ou positif, puisque, dans un cas comme dans l'autre, cette inconscience nous est nuisible. Le remède premier est ainsi le même dans les deux cas. La conscience et encore la conscience. C'est d'elle que dépend tout le reste. À quoi nous sert la mémoire? À quoi bon un étalon et un idéal si nous sommes inconscients? À ce propos, voici une petite anecdote, relatée dans mon premier livre désormais épuisé. À l'âge de 20 ans, je cherchais à devenir conscient dans mes rêves afin de reproduire les expériences que j'avais lues dans divers ouvrages de spiritualité. Devant le peu de résultats que donnaient les méthodes trouvées dans des livres, j'ai décidé d'en développer une autre. En toute logique, j'ai estimé que pour devenir conscient en rêve, il me fallait être plus conscient dans la réalité éveillée. J'ai donc tracé au feutre la lettre C sur ma main gauche, afin de me rappeler aussi souvent que possible d'être conscient au fil de la journée. Chaque fois que je la voyais, c'est-à-dire très souvent, je marquais une pause de conscience de quelques secondes. J'arrêtais ce que j'étais en train de faire, je prenais conscience de qui j'étais, où je me trouvais, des choix qui s'offraient à moi, de mon libre arbitre, etc. Moins d'une semaine après le début de cette pratique, je me mis à faire des pauses de conscience au beau milieu de mes rêves, ce qui me permit d'avoir de fréquents rêves conscients que je pouvais diriger à volonté. Mais, en fin de compte, ces rêves lucides n'étaient
qu'un des bénéfices secondaires que m'apporta le fait d'avoir accru ma conscience quotidienne dans toutes les situations de ma vie. En rêve, lorsqu'on devient conscient, toutes les perceptions sont soudainement accrues. La luminosité est plus forte, les couleurs sont plus vives, le son, notamment de sa propre voix, plus puissant. À l'état de veille, tout surcroît de conscience intensifie de la même manière la qualité de ce que nous vivons. De l'allégorie de la caverne de Platon à la récente trilogie Matrix, en passant par une abondante littérature spirituelle, la nécessité d'être conscient, de nous éveiller, de ne pas nous fier aux perceptions oniriques, a toujours été soulignée avec insistance. Alors que certains s'efforcent de transformer l'Homo sapiens en Homo sapiens, en l'abrutissant de TV, version moderne de la caverne de Platon, les images en couleur succédant aux ombres projetées sur les parois, nous gagnerions à promouvoir l'Homo consciens, l'homme éveillé et conscient, sorti du bouillon de la culture ambiante, plutôt que l'homme grenouille. Alors, on en sort quand de cette marmite? En tout cas, j'espère que tout cela vous a plu, que tout cela est pour vous source de réflexion et d'épanouissement. En tout cas, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous lecture et peut-être même un jour pour la suite de ce livre. En tout cas, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est important, et abonnez-vous. Merci d'avance. À très bientôt.